Alors, le métier de consultant, c'est un métier qui aide des clients à passer des caps de stratégie, de transformation, de durabilité, d'innovation. Chez Bain, on n'utilise plus les CV, dans le sens où ceux qui interviewent les candidats ne voient pas le CV. Seulement le dernier intervieweur, qui est plutôt sur une discussion de fit, le voit, mais on recherche des gens curieux, qui ont une certaine rigueur analytique, qui sont capables de travailler en équipe. On cherche des gens qui ont une certaine humilité. Je dis parfois, un peu pour plaisanter dans une équipe, si vous ne parlez pas dans cette réunion, vous ne viendrez pas à la suivante. Bonjour Benoît Goujon. Bonjour. Vous êtes partenaire au sein du cabinet de conseil Bain et compagnie. Bienvenue dans le Career Insight, le podcast de Training You, et un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre parcours et parler de votre métier. La première question du podcast est toujours très générale. Pouvez-vous revenir sur les grandes étapes de votre parcours académique d'abord et professionnel ensuite ? Merci de me recevoir. J'ai eu un parcours relativement classique d'école d'ingénieur après des années de prépa intense et puis à l'issue desquelles je suis rentré chez L'Oréal parce que je trouvais que c'était une belle entreprise et que je pense, j'étais, bien qu'étant ingénieur, j'étais déjà assez curieux d'aller explorer des domaines qui n'étaient pas dans le domaine spécifique ingénieur dans lequel j'avais travaillé jusqu'à présent. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé quelques années chez L'Oréal et puis au bout d'un moment je suis parti dans le conseil chez Kearney, puis pendant 15 ans et puis ensuite chez Bain maintenant depuis presque 4 ans. Alors on va revenir sur les grandes étapes. Je commence avec le début. Vous avez commencé effectivement en corporate chez L'Oréal dans des fonctions opérationnelles, supply chain, finance, avant de partir vers le conseil après 5 ans chez L'Oréal. En quoi cette première expérience vous a été utile pour la suite de votre carrière, en particulier le conseil? Oui, je suis rentré chez L'Oréal parce que, encore une fois, je trouvais que c'était une belle entreprise internationale, en croissance, avec une belle dynamique. Je suis rentré pour faire la logistique, qui était à peu près le segue avec mes activités d'ingénieur. J'ai fait la logistique pendant 1 an dans la division Grand Public France, où là, j'ai découvert ce que c'était que la gestion d'une chaîne d'approvisionnement, ce que c'était que la relation avec les distributeurs, avec les retailers, aussi ce que c'était qu'une fonction marketing très innovante, très dynamique. Et j'ai fait ce métier-là pendant 1 an. Et puis comme j'avais eu une expérience préalable dans l'audit externe chez Arthur Andersen, qui a disparu quelques années après, on m'a proposé d'aller à l'audit interne de L'Oréal. Et à la fois parce que je connaissais déjà l'entreprise, L'Oréal, et parce que je connaissais le métier d'audit, donc il y avait une certaine convergence des compétences. Et c'était intéressant parce qu'on est dans les années 2000, donc très peu de numérisation, donc beaucoup moins de partage de savoir comme aujourd'hui. Et donc ce métier d'audit interne était à la fois remplissait sa fonction de contrôle interne, mais il y avait aussi une sorte de dimension de conseil interne. Et donc, c'était sans doute un petit peu là le début de ma carrière de consultant. C'était un groupe de jeunes entre 25 et 35 ans. On voyageait 8 mois par an dans toutes les filiales du monde de L'Oréal, aussi bien dans les usines que les filiales commerciales. Donc, c'était assez passionnant et on traitait de très nombreux domaines. Je pense que j'ai appris là le fonctionnement en équipe, l'environnement international, changer de sujet d'interlocuteur, se confronter à des domaines qu'on connaît pas forcément, et ça a, je pense, révélé chez moi ce goût pour la variété et le fonctionnement en équipe. Donc c'est à ce moment-là que vous avez orienté votre carrière vers le conseil. C'est ce qui vous a séduit au départ. Et d'ailleurs, je prolonge la question, qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui, puisque ça fait presque 20 ans que vous êtes consultant maintenant? Oui, alors ça s'est fait en 2 temps, parce que à l'issue de cette phase d'audit interne, ayant fait plusieurs missions en Amérique latine, le directeur financier de l'Amérique latine m'a pris dans son équipe à l'issue et j'y ai passé 2 ans. Et là, j'avais à la fois un rôle de contrôle de gestion et un rôle de mission un peu plus spécial dans certaines filiales d'Amérique latine, où j'y passais 15 jours par mois en étant basé à Paris. Et là, j'ai eu vraiment la visibilité sur ce que c'est qu'une équipe de direction qui gère un certain nombre de filiales, un certain nombre de métiers différents, puisque L'Oréal a plusieurs métiers ou en tout cas plusieurs divisions, et
et sur des économies très différentes de celles qu'on connaissait en Europe. Et c'est ce qui rendait ça assez passionnant, au-delà du côté un peu exotique du voyage. Mais avec l'Argentine qui sortait de la crise, le Brésil qui était en pleine explosion, le Mexique qui était déjà un pays très américanisé dans sa façon de fonctionner dans le business, et puis des pays plus petits comme le Pérou, la Colombie, le Venezuela, avec de l'inflation, des taux de croissance de 20%, des nouveaux produits lancés très régulièrement, du retail qui est pas celui qu'on connaît chez nous, ou en tout cas pas toujours, en tout cas très mixé. Donc ça, c'était très passionnant. Et puis, il y a eu un moment où je me suis demandé, j'ai 30 ans, je suis dans cette fonction, ça fait 6 ans que je suis chez L'Oréal, j'ai beaucoup appris. Est-ce que je continue dans cette filière supply chain finance en corporate, ou est-ce que je fais autre chose? Mon frère était chez McKinsey à l'époque, il m'avait pas mal parlé du conseil. Ça a mis un peu en perspective ce que j'avais fait dans l'audit interne, et je me suis dit que c'était le moment de changer. Et précisément, comment s'est passée cette transition d'un corporate, L'Oréal, à un cabinet de conseil, Kearney? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher le cabinet? Est-ce qu'on vous a appelé, ou enfin, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai postulé, je pense que c'était au début de la période pendant laquelle les cabinets de conseil recrutaient des personnes de l'industrie, commençaient à varier un peu les profils, à la fois parce que il fallait avoir du monde pour la croissance de ces cabinets, mais aussi parce qu'il fallait commencer à varier les profils, et on était au début du changement du métier de conseil, qui était très orienté diagnostic et stratégie, vers un conseil plus collaboratif et plus transformant. Et avoir des personnes qui connaissaient l'industrie était important pour pouvoir accompagner ce changement de métier. Donc moi, je suis allé postuler chez plusieurs cabinets, dont évidemment celui de mon frère, et j'ai choisi Kearney à l'époque pour plusieurs raisons. Mais en particulier parce que je trouvais que Kearney avait une bonne approche, et je pense qu'il était déjà assez avancé dans cette façon de travailler qui était assez collaborative et un peu plus opérationnelle avec ses clients. Et j'ai jamais regretté, j'ai beaucoup appris chez Kearney. Alors l'intégration dans un cabinet de conseil quand on vient du corporate, c'est on apprend un nouveau métier, on change d'entreprise, donc on apprend un nouvel environnement, mais ça c'est n'importe quel changement comment dire, d'entreprise, mais on apprend un nouveau métier. Et quand on travaille dans le corporate, on est habitué à gérer une dizaine de sujets un peu en râteau et les faire avancer doucement. On est aussi habitué à beaucoup utiliser son intuition et son expérience. Quand on arrive dans le conseil, en tout cas à des niveaux consultants, il faut reprendre le problème complètement dans l'autre sens. D'abord, on n'est pas sur 10 sujets, mais sur un seul. Et ensuite, il faut le décomposer comme si on le connaissait pas, parce que si on le fait pas, on risque de passer à côté d'un sujet important. Et donc moi, j'avais tendance à aller trop rapidement à la solution, parce que mon intuition m'y amenait. Mais il faut comment dire, il faut s'en protéger, parce que sinon on peut aller trop vite à la conclusion et se tromper. Alors justement, comment définiriez-vous le métier de consultant? Ça, c'est une bonne question. Alors, le métier de consultant, c'est un métier qui aide des clients à passer des caps de stratégie, de transformation, de durabilité, d'innovation. Donc c'est passer des caps, c'est-à-dire soit les aider à redéfinir quelque chose, soit les aider à accélérer sur un domaine, encore une fois, que ça puisse être dans la durabilité, ou dans la performance, ou dans une acquisition d'un nouveau métier ou d'une nouvelle ligne de produits. Vous avez passé plus de 15 ans chez Kearney et déjà plus de 3 ans chez Bain. Est-ce que vous avez vu ce métier évoluer pendant tout ce temps? Bon, le métier a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai commencé, même avant, quand j'ai commencé chez L'Oréal, mon patron imprimait ses slides sur des transparents et les mettait sur un rétroprojecteur. Donc, je pense qu'on était à la fin de cette période-là. Donc, oui, le métier a changé. D'abord, le conseil était beaucoup sur voilà ce qu'il faut faire parce qu'on l'a analysé. Donc sur un mode diagnostic recommandation, on est passé sur un mode beaucoup plus collaboratif où on co-crée avec les clients. Ça, je pense que c'est assez général dans le métier. Ça a deux valeurs. D'abord, ça permet d'élargir beaucoup plus à des expertises variées, mais ça permet aussi l'appropriation des sujets par les clients, puisque l'objectif c'est que eux mettent en œuvre et de créer du mouvement chez les clients. On ne le fait pas, ou en tout cas on ne le fait plus en ayant juste un rapport. Donc ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, c'est que
On a un partage du savoir qui est beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a 10-15 ans. En particulier, on a la chance chez Bain d'avoir des systèmes très efficaces d'analyse du savoir et de l'expérience, et qui nous permet de la mobiliser pour nos clients. Et donc ça permet rapidement d'avoir une vision sur quelles sont les différentes solutions possibles, ce que font les autres, et ce qui doit être la bonne démarche pour notre client. Donc ça, c'est un deuxième sujet, le partage du savoir. Troisième changement qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans des recherches d'informations sectorielles, qui nous permet de créer beaucoup plus facilement des solutions pour nos clients. Donc c'est à la fois de l'efficacité en interne pour nous, mais c'est pas que de l'efficacité, c'est-à-dire c'est pas on va faire la même chose avec moins, c'est on fait beaucoup plus Mmh. avec les mêmes ressources. Alors justement, parce que j'en profite, hein, je rebondis sur l'intelligence artificielle. Chez Trainee, on forme les jeunes consultants et certains peuvent être un peu craintifs de l'émergence de l'IA qui pourrait faire disparaître certaines tâches du jeune consultant et potentiellement amener les cabinets à moins recruter. Quelle est votre vision sur ce sujet? Chaque révolution industrielle a son lot d'anxiété et de changement. Il y a effectivement une transformation où il y a un certain nombre de choses dont on a moins besoin, d'autres dont on a plus besoin. Moi, je retiens le côté positif. En tout cas, il y en a deux. Ça nous permet d'être beaucoup plus profond dans ce qu'on fait. Quand on a un analyste qui travaille pendant une semaine à rechercher des données de marché, entre guillemets, à la main, ou avec certaines données publiques, on passe à côté de beaucoup de choses, donc on est beaucoup plus profond. Et en étant plus profond, on est plus pertinent, mais on a aussi un métier plus intéressant, je trouve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très marrantes à faire et qu'on n'aura plus à faire à la main. Donc ça, c'est le bon côté que je veux retenir de cette transformation IA. Mmh. J'ouvre une autre thématique dans ce podcast, les ingénieurs en conseil, puisque Benoît Goujon, vous êtes vous-même ingénieur diplômé de l'ENSTA, l'École nationale supérieure de technique avancée. Il n'y a pas énormément de profils ingénieurs encore en conseil. Qu'est-ce que ces profils peuvent apporter en plus au cabinet de conseil comme Bain? Il y en a pas énormément, mais il y a quand même, selon les cabinets, entre 20 et 30%, donc c'est quand même assez significatif. Bon, la première chose, c'est que on on cherche avant tout des gens curieux, qui ont l'envie de travailler, de découvrir et d'apprendre, qui sont capables d'apprendre rapidement et qui sont capables d'avoir un raisonnement analytique avec un esprit critique. On cherche aussi des gens qui sont capables de travailler en équipe, mais je pense qu'on y reviendra. Donc les ingénieurs sont tout autant éligibles à ce métier que ceux qui sortent des écoles de commerce. Ils ont un certain nombre de forces que sont la rigueur analytique, la structuration, la modélisation, une certaine appétence pour les nouvelles technologies qui est en général plus forte que pour ceux qui viennent des écoles de commerce. Donc ils ont toutes ces dimensions-là à apporter. Et puis on dit parfois que c'est plus facile pour un ingénieur d'aller apprendre le commerce que l'inverse, et je pense que c'est vrai. Quelqu'un qui a un parcours ingénieur et qui a une certaine curiosité pour des thématiques business, commerce, marketing, arrivera assez facilement à embrasser une carrière de consultant. En tout cas, ça a été le cas et on a beaucoup de success stories chez nous. On entend parfois que le conseil effectivement est plus destiné aux commerciaux. Bon, c'est pas effectivement ce que vous avez mentionné, mais c'est un peu un mythe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis pour attirer plus de profils ingénieurs vers ces métiers? Je pense qu'il faut leur montrer que c'est possible à travers des exemples et des cas réussis. Moi, un jour, on m'a dit: «Mais toi, tu as fait HEC, non?» J'ai dit: «Bah, écoute, merci, je suis très honoré, mais non, en fait, pas du tout». Donc je pense qu'avec le temps, on développe aussi des compétences qui sont pas forcément celles qu'on développe en premier. Mais au-delà de la caricature de l'ingénieur introverti et de l'école de commerce extraverti, je je pense que le business aujourd'hui est beaucoup plus intégré qu'il ne l'était avant, et beaucoup plus collaboratif entre les différentes fonctions. Et quand j'ai commencé chez L'Oréal, c'était un monde où le commerce, le marketing, la supply chain
travaillaient ensemble, mais n'allaient pas chercher des problématiques communes nécessairement. Le marketing définissait les produits, le commerce les vendait, et après l'approvisionnement se démerdait pour les amener sur le marché. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus intégrées. L'incertitude sur la réglementation, sur l'approvisionnement matière, sur la géopolitique, sur la fiscalité, sur l'évolution de la demande et de la demande consommateur, si je prends les consumer goods, qui est mon secteur, fait que on doit être beaucoup plus adaptable et on passe d'un monde où on approvisionnait ce qu'on avait prévu de vendre à un monde où on fait un peu plus de j'ai une opportunité de où je ne vais pas pouvoir produire ceci, et donc il faut qu'on change. Mon point, c'est que la complémentarité ou ce qu'on appelle dans le jargon le cross-fonctionnel dans le business fait que les ingénieurs ont toute leur part dans quelque chose qui n'est pas une fonction isolée, mais une activité intégrée. Quel conseil aimeriez-vous donner aux ingénieurs qui souhaiteraient débuter leur carrière en conseil et qui ne savent pas vraiment par où commencer? Bon, c'est assez simple, hein. Il faut commencer par faire ses devoirs à la maison. Donc, il faut se renseigner sur le métier. Il faut parler avec des consultants qui viennent d'écoles d'ingénieurs. Regardez ce podcast aussi. Par exemple, il faut travailler les cas d'entretien. Ça, c'est un petit peu la base de la mécanique à découvrir. Ça, c'est pour rentrer et puis pour comprendre ce que c'est que le métier. Ensuite, il faut être curieux. Donc, il faut et pas forcément sur tous les secteurs. On n'est pas forcément passionné sur tous les secteurs, mais s'il y a un ou deux secteurs industriels qui leur plaît, je les invite à lire, à regarder des podcasts, à se documenter, à aller à des conférences, de façon à élargir leurs connaissances et leurs intuitions d'un secteur industriel qui n'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement dans les écoles d'ingénieurs. Et ensuite, moi, je les invite à être très confiants dans le fait que ce qu'ils ont appris et le niveau d'exigence et le niveau d'excellence auquel ils ont été amenés dans leurs études vont leur permettre de réussir. Quelles sont les expériences académiques et professionnelles valorisées dans un CV d'étudiants issus d'une école d'ingénieur ou même d'autres écoles chez Bain? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais en réalité, aucune. Chez Bain, on n'utilise plus les CV, dans le sens où ceux qui interviewent les candidats ne voient pas le CV. Seulement le dernier intervieweur, qui est plutôt sur une discussion de fit, le voit, mais tous les autres avant ne le voient pas, ce qui permet d'avoir une certaine indépendance et d'éviter les biais dans les entretiens, et justement de se focaliser sur les qualités de la personne qui sont celles qu'on décrivait précédemment, qui sont avant tout ce qu'on recherche: curiosité, engagement, rigueur analytique, envie, humilité, beaucoup plus qu'un parcours académique. Un autre aspect, c'est que on fait passer à tous les candidats un test Gorilla en ligne qui permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et voilà, donc je pense qu'il faut pas hésiter à candidater dans ce contexte-là. Alors, il y a d'un côté l'entrée en conseil et de l'autre l'évolution au sein du conseil. Et ben, vous, c'est votre cas, puisque ça fait, comme on l'a rappelé, presque 20 ans que vous êtes consultant et vous avez passé tous les grades à partir de manager, parce que vous êtes arrivé manager et puis ensuite principal, partner et aujourd'hui senior partner. Comment les rôles et les responsabilités évoluent à chaque grade? On a effectivement analyste puis consultant. Comme son nom l'indique, analyste, on prépare un certain nombre d'analyses, de travaux, et on travaille assez directement avec le consultant et le manager. C'est aussi une période où on apprend le métier, où on écoute beaucoup, et on cherche chez Bain beaucoup à faire participer l'ensemble de l'équipe aux différents travaux. Moi, je dis parfois, un peu pour plaisanter dans une équipe, si vous parlez pas dans cette réunion, vous viendrez pas à la suivante. Parce que je veux pas. Parfois, on a les jeunes analystes qui sont dans leur coin et qui prennent frénétiquement des notes sur leur ordinateur. Je dis pas qu'il faut qu'ils parlent tout le temps, et de fait, ils ont moins l'expérience. Mais on veut faire en sorte que tout le monde participe et qu'ils apprennent le métier au plus tôt.
Consultant, c'est un peu la même chose, mais le consultant va prendre un sujet de façon un peu plus autonome. Le manager ou le senior manager, lui, c'est la cheville ouvrière de l'équipe. C'est celui qui a l'interface entre le client, le partenaire et l'équipe. C'est le chef d'orchestre, il organise, c'est le maître de cérémonie. Et c'est lui qui structure le problème en amont en allant chercher l'expertise et l'insight chez les différentes personnes et chez les partenaires. C'est lui qui est responsable du collective thinking. Donc, c'est lui qui fait en sorte que que chacun puisse contribuer à la construction commune de la solution. C'est sans doute le métier le plus difficile. En tout cas, c'est la première fois dans un parcours de consultant qu'on se retrouve avec autant de responsabilités. Donc, c'est à la fois grisant et en même temps très exigeant. Et là, c'est après 4-5 ans d'expérience. Ouais, c'est manager 5 ans, senior manager 6-7 ans. Ça dure 3 ans. Après, on peut passer associate partner. Alors, selon les cabinets, il y a différents noms des grades. Ça revient grosso modo à la même chose. Associate partner. Donc, associate partner, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à passer partner. Donc, associate partner va diriger les grands projets. Et va aussi commencer à avoir une dimension relation client et identifier des sujets pour des clients, les amener et développer et animer son propre réseau de façon à apprendre à passer partenaire. Puis ensuite partenaire, le partenaire, c'est l'auto-entrepreneur avec ses associés dans un cabinet où quand on passe partenaire, avant on avait un problème, on se retournait vers le partenaire. Quand on est partenaire, on a un problème, en partie on se retourne vers ses collègues. Voilà. Donc en fait, partenaire, on est à la fois responsable de la relation client, responsable de la qualité de ce que l'équipe va produire. On est aussi responsable de l'entreprise à laquelle on est associé. Et donc on gère à la fois le court terme de l'année, mais on prépare aussi le moyen et le long terme avec les autres associés. Et c'est aussi ce qui est intéressant en conseil, c'est que finalement le métier évolue à chaque grade. On fait pas forcément les mêmes choses qu'on était plus jeune. Pour vous, quel a été le passage de grade le plus structurant, celui où votre rôle a le plus évolué? Je pense que les trois rôles, puisque moi j'ai connu, je suis rentré dans le conseil un peu avant de passer manager, et donc j'ai en partie appris le métier en passant manager. Donc celui-là a été forcément un moment très structurant. J'ai eu la chance de passer manager en faisant un projet que je connaissais bien, donc ça m'a permis de faire les choses un peu par étapes. Mais de fait, ça a été le plus structurant pour moi. Et après ça, je suis passé principal chez Kearney. Au début, je trouvais que c'était une sorte de continuum, mais en fait, j'étais super manager. Et puis un jour, j'ai fait un projet qui a duré 10 mois de transformation industrielle d'un acteur français. Et j'avais, dans le cadre de ce projet, rendez-vous tous les matins à 8h avec le directeur industriel. Un quart d'heure. Et on faisait un point assez informel sur qu'est-ce que vous avez fait hier, demain, aujourd'hui, quels sont les problèmes, etc. Parfois, j'allais avec lui dans une des usines et on parlait en marchant et je vous raconte ça parce que ça a été assez marquant pour moi de me rendre compte que ce directeur industriel me voyait comme un de ses pairs, me voyait comme quelqu'un qu'il avait besoin de voir tous les jours, pas tellement pour contrôler, évidemment un peu pour contrôler et avoir de la visibilité, mais parce que il appréciait la relation qu'on avait, il y trouvait de l'intérêt. Moi, j'y trouvais évidemment l'intérêt de prendre ses guidelines et puis l'information qu'il me donnait, et on a construit cette relation. Donc, ça a été un moment où j'ai commencé à monter ou transitionner vers le rôle de partenaire, où on développe cette relation et où on est le père de nos clients dans un rôle exécutif. Quelles sont les compétences clés qu'il faut maîtriser en conseil pour évoluer, justement dans la durée au sein d'un cabinet comme Bain? Je pense qu'il faut d'abord être convaincu que la solution de l'équipe sera meilleure que celle qu'on peut faire soi-même. Quand je dis faut être convaincu, c'est que travailler en équipe, c'est pas quelque chose c'est pas par sympathie ou c'est pas par comment dire, oui, c'est pas par sympathie ou par style qu'on le fait. C'est que la solution ne peut être que meilleure en équipe par rapport à tout seul. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être convaincu de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut être curieux et continuer à être curieux.
Aujourd'hui, on est dans un monde beaucoup plus apprenant, mais au-delà de ça, il faut s'intéresser à des nouvelles problématiques, avoir envie de rencontrer des gens différents, avoir envie d'aller chercher chez ces personnes le prince ou la princesse qui se cache derrière une personnalité qui parfois est pas toujours très accessible ou qu'on ne comprend pas ou avec laquelle on n'est pas très à l'aise. Donc, il faut avoir une certaine envie de rencontrer des gens. Et puis, je pense qu'il faut être aussi persévérant. C'est un métier où il y a des cycles. On a des projets plus difficiles que d'autres. On a des périodes moins fastes que d'autres. Avec le temps, on sait que il y a des cycles et que il y a quelque chose derrière la montagne. Mais donc, il y a aussi une certaine persévérance à avoir. Vous parliez des équipes. Alors, en tant que partenaire, on pilote des projets, on pilote aussi évidemment ces équipes. Quelles sont vos, vos vues sur le leadership, la transmission et le management des talents? J'ai fait une expérience il y a quelques années dans le cadre d'une formation expérientielle où, où le sujet c'était comment est-ce qu'on crée la confiance et comment est-ce qu'ensuite on emmène son équipe. Et alors c'était avec des chevaux et ça consistait à aller dans un champ, donc c'était à 1 heure de Londres, dans un endroit magnifique. On vous briefe pas plus que ça. Bon, il y a quand même quelqu'un qui connaît les chevaux qui est pas très loin et on vous envoie dans un champ en vous disant il faut aller passer le licol sur la tête du cheval. Alors, ok, très bien. Donc moi j'y vais. Bon, on va pas perdre de temps. Allez hop. J'arrive avec toutes mes intentions, mon truc à la main et le cheval me regarde et il part en courant. Donc on revient, on débriefe. Alors, ok, comment tu t'y es pris? Bon, en fait, on nous explique petit à petit qu'il faut d'abord créer la confiance et ensuite, on peut faire quelque chose. Ça paraît évident, mais tout le monde se plante. Alors ceux, évidemment, qui ont déjà fait du cheval et qui savent comment s'y prendre. Donc j'y vais. La deuxième fois, j'y vais avec l'intention toujours de réussir. Enfin, en tout cas, de faire ce que j'avais prévu de faire. Mais j'essaye de prendre un peu le temps, etc. Mais j'avais tellement en tête mon objectif que le cheval l'a senti, il a compris que j'étais pas là pour lui, il est reparti. Bon, à chaque étape, le cheval va plus loin, donc c'est plus difficile après et puis il se souvient, quoi. Bon, puis la troisième fois, j'ai pris le temps et j'ai pris le temps en me forçant à vider mon esprit de ce que j'avais prévu de faire. Le contact s'est fait, la relation entre guillemets s'est créée, et il y a presque un moment où le cheval avait sa tête contre moi et je pense que ça voulait dire ok, c'est bon, j'ai compris que tu étais venu pour mettre le licol sur la tête, donc vas-y, maintenant je t'autorise. Donc je raconte cette histoire parce que il y a dans la façon de travailler de manière générale, que ce soit les équipes mais aussi ses collègues, il y a avant tout une relation de confiance qui doit s'installer et aussi faire en sorte que les gens comprennent que on est là pour eux et que ensuite on pourra avoir un objectif commun. Après, il y a un deuxième exercice toujours sur le cheval. C'est une fois qu'on a mis le licol, c'est on doit emmener le cheval à l'autre bout du champ. Et là, il y a deux choses, en tout cas deux enseignements que j'ai gardés et que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. C'est d'abord, il faut prendre une direction et ne pas en varier. Si vous essayez d'emmener un cheval et que vous changez de direction en permanence, il va pas comprendre ce qu'on fait et du coup, il va refuser. Et puis au passage, il est beaucoup plus fort que vous, donc s'il veut pas, il veut pas. Mais c'est vrai pour les équipes. Si elles veulent pas, on peut pas les forcer, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut tenir la bride pas trop courte, mais pas trop serrée, pas trop lâche. Pas trop lâche parce que sinon ils savent pas très bien où on va. Et si c'est trop serré, ils sont pas à l'aise, ils ont pas envie, ils sont micromanagés, ils sont contrôlés et ils ont l'impression de devoir exécuter ce que quelqu'un leur a demandé de faire. Et donc ils ont pas suffisamment d'autonomie. Moi, je pense que c'est ces deux aspects, être là pour les gens et créer la confiance et bien gérer le niveau d'autonomie, mais en même temps de direction qu'on donne, et évidemment à adapter selon les grades et selon l'expérience professionnelle de nos collaborateurs. Mais ces deux points-là, je pense, sont essentiels. Je voudrais mentionner trois grandes thématiques liées au conseil. La première, c'est l'international. La seconde, ce sera l'expertise sectorielle qu'on développe dans un cabinet. Et la troisième, l'expertise plutôt fonctionnelle. D'abord, sur l'international, vous avez eu l'occasion pendant votre carrière de travailler dans différents pays européens, au Moyen-Orient et en Amérique. Comment se sont passées ces expériences? Comment vous ont-elles enrichi? Et est-ce qu'il y a des approches du conseil différentes selon les cultures?
C'est une question vaste. Alors oui, évidemment, ça enrichit puisque on rencontre des gens différents avec des cultures différentes, des interprétations de certaines choses qui sont pas les mêmes. Euh, Ça, je pense n'importe qui a un peu voyagé. Mais ce qui est intéressant, c'est que voyager dans un pays, rencontrer des gens, c'est pas la même chose que de travailler avec eux et de créer une relation avec une équipe client, avec qui ou des consultants d'un autre pays, avec qui il faut justement créer cette confiance. Et puis savoir interpréter les différences culturelles. Aux États-Unis, on fait beaucoup moins de slides. On est beaucoup plus dans l'engagement client et dans la transformation. Et je trouve que c'est un enseignement intéressant. En France, on a tendance à être, je pense, du fait de notre système académique, à être assez théorique et parfois se rassurer avec beaucoup de slides et beaucoup de contenu. Je trouve que les Américains, eux aussi, du fait de leur système académique, vont être beaucoup plus dans l'expression, la création de la relation, plus que dans la théorie. Et je trouve que c'est un bon enseignement pour nous, Européens. Deuxième thématique, l'expertise sectorielle. Vous avez développé une expertise dans deux principaux secteurs, les biens de consommation et la santé. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ces secteurs? Quelles sont les mutations qui traversent, qui bouleversent ces secteurs aujourd'hui? Et de manière plus générale, à quel moment un consultant va commencer à se sectoriser et à développer des expertises comme celle-ci? Alors sur votre première question, les consumer goods, il y a un certain nombre de tendances et de changements. La première, c'est que l'offre change. Il y a une certaine polarisation entre la premiumisation d'un côté et qui est pas toujours justifiée d'ailleurs, et puis une offre plus accessible de l'autre côté, et puis depuis pas mal d'années maintenant, l'émergence des marques de distributeurs qui sont très fortes, avec du coup les clients qui sont aussi des concurrents. Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la durabilité, qui est malheureusement un petit peu moins présent ces 2 dernières années, mais qui est quand même la tendance de fond très importante avec le recyclage, avec les émissions carbone, avec une traçabilité et avec des sources durables. Donc ça, c'est un deuxième sujet qui est difficile parce que c'est un impératif écologique, sociétal, mais on a encore du mal à le faire valoriser par les consommateurs. Et donc, et on voit par exemple dans le recyclage, le recyclage, les consommateurs sont moins sensibilisés, en tout cas en France, que dans d'autres pays européens. Nos taux de recyclage sont beaucoup plus faibles, malheureusement, que dans d'autres pays européens. Et en partie parce que le consommateur n'a pas complètement confiance dans la chaîne de recyclage, mais aussi parce qu'il ne valorise pas, d'un point de vue fonctionnel, des packagings qui sont parfaitement recyclables. Donc ça, c'est un des changements, c'est un des vrais enjeux à venir. La troisième chose, c'est l'incertitude sur les chaînes d'approvisionnement et le fait d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont beaucoup plus adaptables. On a vu avec, par exemple, le canal de Suez qui était bloqué pendant quelques temps. Il y a beaucoup de matières qui n'étaient pas disponibles, le Covid évidemment. Mais après, il suffit qu'il y ait je ne sais quelle incertitude dans tel ou tel pays, ou des droits de douane, donc qui font que il faut être beaucoup plus adaptable, à la fois sur la façon avec laquelle on produit, mais on n'est plus d'ailleurs on l'a jamais été, dans un monde de ressources infinies. On a pensé qu'on l'était pendant longtemps et en fait on ne l'était évidemment pas. Donc on prend conscience de ça. Donc à la fois il faut être adaptable dans la façon de produire, mais aussi dans ce qu'on propose à nos consommateurs. Et on en revient à mon point précédent qui était le business est beaucoup plus intégré aujourd'hui qu'il ne l'était hier, ce qui fait que la complémentarité des profils dans notre métier est indispensable. Je pourrais continuer longtemps sur les consumer goods, mais je pense que ces 3 points-là sont importants. À quel moment on se sectorise ou en tout cas on se spécialise? Chez nous, on commence à se spécialiser au niveau manager. Avant, on peut aussi, si on a des préférences,
mais on recommande plutôt aux consultants d'avoir un parcours relativement varié, à la fois parce que il faut pratiquer pour savoir si un secteur nous plaît, aussi parce que ça permet d'apprendre de différents secteurs. Il y a toujours des complémentarités fonctionnelles entre les différents secteurs et donc c'est bien en termes de formation. Ça permet d'être exposé aussi à des équipes différentes et donc même si on a tous des standards et une même méthode de travail, on a chacun son style et donc ça permet aussi de se former à travers ça. Dans un cabinet, il y a évidemment des classifications sectorielles, mais aussi fonctionnelles, et vous, vous êtes, spécialisé dans la supply chain, la transformation de la supply chain. Est-ce que vous pouvez nous donner, un exemple, de mission que vous avez menée en lien avec ces sujets, pendant votre parcours de consultant? Ouais, on en a fait une là, on a fait un grand projet, il y a pas très longtemps là, avec un acteur, français, des boissons, qui, a plein de difficultés, commerciales, portefeuille produit, rentabilité, efficacité, coût et puis, un outil industriel qui est plus adapté à ce qu'est la demande d'aujourd'hui. Et donc on a fait un projet avec une de mes collègues, Caroline, où on a pris le sujet à la fois par, le commercial, le marketing, la top line et aussi par les opérations et je trouve que c'est un bon exemple de comment on fait un projet intégré, où, on redéfinit par exemple le portefeuille, où on adapte le portefeuille produit, pas uniquement pour avoir et c'est avant tout ce qu'il faut, un portefeuille pertinent pour les consommateurs, qui va créer de la pénétration incrémentale, qui va avoir, une valeur produit supérieure à celle des concurrents, mais aussi pour avoir des produits qui permettent d'être produits de façon efficace et sûre par un outil industriel. Donc c'est un projet qui a duré 4-5 mois avec une équipe, une seule équipe, mais du coup avec 2 sous-sujets et c'est pas 2 projets distincts, de transformation, de construction d'une trajectoire à 2030 et 2035 d'un acteur des boissons. La moyenne des projets chez Bain, c'est 4-5 mois ou là, c'est un projet qui est un peu plus long que la moyenne? Alors les projets vont de 3 semaines pour les due diligence à 1 an pour des grands projets de transformation. En général, on est à 3 mois en moyenne, mais ça varie beaucoup selon les secteurs et les sujets, ouais. Alors j'ouvre la dernière thématique du podcast consacrée à Bain, puisque vous avez, rejoint, Bain il y a maintenant un peu plus de 3 ans, après, 15 ans chez Kearney, on l'a rappelé. Pourquoi cette transition à ce moment-là et comment, s'est passée votre intégration, au sein, de Bain? Ouais, bon après 15 ans, dans une maison, on a un peu envie de comment dire? De pas d'aller voir, si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que je pense que l'herbe est verte là où on l'arrose, mais on a envie de se en tout cas, on a besoin de se réinventer. On a besoin de, rechallenger un peu ses bases. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps dans un cabinet, on connaît tout le monde, on est intégré, on sait parfaitement où trouver telle et telle info, et on est, complètement incarné, de la marque et de ses valeurs. Et d'une certaine façon, ça donne un peu de confort. Ça donne aussi un peu le vertige de, est-ce que je vais faire les 15 prochaines années, au même endroit, en faisant la même chose? Donc, forcément, un questionnement sur, je suis à une étape, ça fait quelques années que je suis partenaire, qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je vais mettre l'énergie sur les 15 années suivantes? Donc cette question aurait pu être, je reste chez Kearney et je me réengage, voilà et il se trouve que j'ai eu l'occasion de discuter avec les équipes de Bain qui m'ont appelé, et ce que j'ai trouvé intéressant et que je ne regrette pas depuis, hein, c'est que et bon, faudrait que je me répète, mais le business est de plus en plus intégré, et Bain est très fort, a des capabilities, historiques sur les sujets marketing, commercial, stratégie et donc pour apporter une solution complète à nos clients, on a besoin d'avoir l'ensemble de ces compétences.
Donc ça, c'était une des premières raisons pour lesquelles je me suis dit qu'il y avait une certaine valeur à bouger. La deuxième, c'est que Bain a un projet de croissance et s'organise pour avoir un projet de croissance assez fort. On est un des cabinets qui croît le plus et en réalité, comme on est à la moitié de la taille de nos deux grands concurrents, mais en même temps 5 fois plus gros que les Tier-2, on a à la fois la taille critique pour avoir une marque présente, des ressources, des équipes, des moyens, et une taille critique de savoir-faire et on a à la fois un blue ocean devant nous de croissance, puisque on a encore plein de choses à faire avec nos grands clients existants ou éventuellement, enfin, ou d'autres clients. Comment vous pourriez définir aujourd'hui Bain et quelles seraient ses principales différences ou ses distinctions par rapport aux principaux concurrents? Je dirais qu'on a trois dimensions assez distinctives, en tout cas qui sont très fortes chez nous. La première, c'est le type de mission qu'on fait, et sous deux angles. D'abord, on fait tous les types de missions, donc on est capable de proposer tous les types de services à nos clients, parce que on a l'ensemble des compétences et on a la taille critique et l'expertise dans toutes les géographies sur l'ensemble des compétences. Et ça, c'est une différence par rapport à un certain nombre de cabinets. Et dans la façon avec laquelle on les fait de façon collaborative avec nos clients, qui fait que on n'amène pas uniquement du savoir ou du design, mais on crée aussi du mouvement et on aide nos clients à passer des caps. Ça, je crois que c'est une dimension très importante chez nous, avec une obsession de l'impact. Et d'ailleurs, dans nos bureaux, il y a écrit Result sur les murs. Donc, c'est vraiment le résultat qu'on cherche. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une culture qui est une culture inclusive, donc qui est une culture qui s'impose pas, mais que nos consultants embrassent naturellement avec le temps, qui est une culture de courage. Je parlais tout à l'heure un peu de prise de risque et de curiosité. C'est le courage d'aller vers l'inconnu, d'aller rencontrer des gens, d'aller travailler sur un sujet qu'on connaît pas forcément. Et c'est le courage et authenticité dans la relation avec les autres, avec les clients. Ça, je pense, c'est un deuxième point qui est très fort chez Bain. Moi, je le vois tous les jours avec nos équipes. Et je pense qu'un des troisièmes points forts historiques de Bain, c'est le fait de développer nos talents. On a des programmes de formation, on a beaucoup de process qui permettent de s'assurer que nos consultants travaillent dans les bonnes conditions, que chacun trouve sa place, et on a un environnement de travail qui est du coup apprenant. Par l'envie d'apprendre et les conditions favorables. En tout cas, on réussit pas toujours, mais c'est quelque chose sur lequel on a une force historique. Quelles sont les grandes priorités du cabinet pour les prochaines années? Alors, j'en citerai une, c'est l'adoption de l'IA, à la fois dans notre façon de fonctionner et dans nos offres clients, à travers notre solution Vector qu'on propose à nos clients, qui est à la fois de l'intelligence artificielle et de la transformation IT. Les deux vont de pair et on les a mis ensemble justement à dessein. Donc ça, c'est à la fois aider nos clients dans la transformation IA, mais aussi incorporer l'IA dans nos solutions historiques. Donc ça, c'est c'est la priorité. Mais c'est aussi comment nous, on fonctionne en interne avec l'IA. On en a un peu parlé tout à l'heure sur la transformation du métier. Comment est-ce qu'on est plus efficace et plus profond dans ce qu'on propose à nos clients. Pour intégrer un cabinet comme Bain, soit en sortie d'études, soit à un niveau plus expérimenté, quelles sont les principales qualités ou les traits de personnalité qu'il faut avoir? Il faut plusieurs choses. On recherche des gens curieux. On recherche des gens qui ont une certaine rigueur analytique. On recherche des gens qui sont capables de travailler en équipe, qui ont des expériences et qui aiment travailler en équipe. On cherche des gens qui ont une certaine humilité. Ça ne veut pas dire qu'on cherche des gens introvertis, mais on cherche des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont conscience qu'ils savent pas tout, et qui vont du coup pouvoir s'intégrer dans un système en équipe. Donc humilité, curiosité, rigueur analytique, je pense que c'est les trois principales dimensions qu'on recherche. On arrive à la fin de ce podcast, mais il y a encore une dernière partie traditionnelle chez nous, c'est le quiz du Career Insight, dont je vais rappeler les règles brièvement. Ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de votre côté. Ok. Un projet ou une mission qui vous a particulièrement marqué?
J'ai fait pour un fabricant de champagne une stratégie, un projet de stratégie d'approvisionnement en raisins parce qu'ils voulaient faire beaucoup de croissance et donc il leur fallait plus de raisins. Et j'ai du coup passé 3 mois dans le vignoble de Champagne à essayer de comprendre qui produisait, qui vendait, à qui, à quel prix. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec des gens qui, en général, vous offrent un verre de champagne au milieu de l'entretien. Donc ça a été un projet assez difficile. Ouais. Votre meilleur souvenir professionnel? Allez, de façon assez classique, le jour où j'ai appris que je passais partner. Votre pire souvenir professionnel? Une espèce de mission horrible à essayer de transformer une organisation avec des gens qui voulaient pas sur un secteur que je connaissais pas. Voilà. Donc j'étais ravi de sortir. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Je dirais il y en a 2. Un jour on m'a dit traite tes équipes comme tes clients et ça m'a beaucoup aidé. Et puis un conseil qu'on m'a donné beaucoup plus tôt, en tout cas aux jeunes ingénieurs que j'étais sorti d'école, on m'a dit chez L'Oréal, tu prends moins de risques à parler souvent, quitte à dire 50% de choses pas très intéressantes que de ne jamais parler. L'erreur que vous avez faite et que vous ne referiez plus? Ouais, c'est l'erreur de jeunesse, c'est d'imaginer que si A plus B égale C, on aura raison et que le rationnel l'emportera. En réalité, l'humain est avant tout est le premier moteur, quoi. Le mythe ou le cliché sur le monde du conseil que vous aimeriez déconstruire? Que on se moque de ce qui se passe après qu'on soit parti. Je crois qu'on est vraiment dans une relation de long terme avec nos clients et nos clients continuent de travailler avec nous si les projets précédents se sont bien passés. Si vous n'étiez pas consultant, vous feriez quoi? Je pense que j'aurais aimé être patron des opérations d'une boîte de taille moyenne dans le food ou les beverages, voilà. Ou j'aurais aimé être commandant dans la marine, mais ma myopie me l'a pas permis. Une anecdote que vous avez peu partagée et que vous aimeriez nous raconter aujourd'hui? Une anecdote, je me suis retrouvé un jour dans l'avion pour les États-Unis à côté de Jean Tirole, prix Nobel d'économie, et je le voyais travailler sur son ordinateur et j'osais pas le déranger, mais j'avais très envie de lui poser des questions. En réalité, c'est lui qui a engagé la conversation au bout d'un moment et on a passé 3 heures en déjeunant à parler de l'économie, de la flexibilité dans le travail. Enfin, là, tu es passionnant. J'en ai toujours gardé à la fois un bon souvenir et puis quelques idées pour mes clients. Le conseil que vous donneriez au jeune Benoît Goujon qui étudiait à l'ENSTA dans les années 90? D'abord de mieux travailler ses cours de C++, parce que ça me permettrait d'être plus à l'aise avec le Python aujourd'hui, peut-être. Et puis de continuer à s'ouvrir au monde extérieur, à l'école d'ingénieur, quoi. Merci Benoît Goujon. C'était un plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.